Les premières influences littéraires que j'ai eues, quoique je n'aime pas beaucoup le mot influence, ce sont les romans policiers. Les romans policiers, et en premier lieu, quelqu'un à qui je voudrais rendre hommage parce que je le considère comme un des plus grands romanciers, je ne dis pas policier, mais romancier de tous les temps, c'est James Hadley Chase, et surtout son Pas l'orchidée pour Miss Blandish. Je trouve cet homme génial. Et j'ai adoré aussi, quand j'étais très jeune, les Jean Bruce, les OSS 117. C'était mes lectures d'adolescence surtout. Et j'ai toujours admiré les grands auteurs de thrillers comme Ludlum, Forsyth. Et j'ai toujours admiré ces écrivains parce que moi qui ai écrit 2 thrillers, en guillemets, disons, parce que j'ai essayé d'aller un peu plus loin, 2 thrillers, je sais que c'est le genre littéraire le plus difficile qui soit. Le thriller, le roman policier. Parce qu'il faut que tout s'ajuste, il ne faut pas en dire trop, il faut dire juste ce qu'il faut, pas 1 gramme de trop, et faire durer le suspense ainsi jusqu'à la fin. C'est un genre extrêmement compliqué. Et pour qui a lu James Hadley Chase, on se rend compte à quel point cet homme est un romancier gigantesque, aussi bien par sa manière de créer une atmosphère en 1 ligne, de créer un personnage, de montrer un personnage en 2 lignes. Il n'a pas besoin de 50 pages comme Balzac. Bon, je ne critique pas Balzac, c'était son genre, mais disons qu'il y a des gens qui ont 2-3 lignes, ou comme Simenon. Simenon est un immense écrivain aussi, et je trouve dommage qu'on fasse la différence entre les écrivains, le roman policier et les autres. Pour moi, ce sont de très grands écrivains, point. La littérature dite, disons, littéraire, qui n'est pas donc roman policier, naturellement, il y en a tellement que je ne sais pas par qui commencer. Je dirais que la littérature russe m'a beaucoup marqué, Dostoïevski, Tolstoï, les grands auteurs anglais, Dickens et les autres, et la littérature française, il y en a tellement. On prend le roman d'abord, Victor Hugo, Balzac, naturellement, les grands auteurs du XXe siècle, Proust. J'ai fait ma thèse sur Proust, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur Proust. Donc, tous ces gens-là, naturellement, et puis il y en a tant d'autres que c'est impossible de tous les citer. Et je dirais aussi, je ferai une mention spéciale pour un écrivain américain que j'ai adoré et que j'adore encore, qui s'appelle Henry Miller. Et pour moi, Miller est un des plus grands écrivains qui soit, parce que Miller est un immense libérateur. J'adore les écrivains libérateurs, c'est-à-dire quelqu'un qui vous apporte une énergie, un sentiment de liberté absolue, et Miller m'a apporté cette joie, et je peux dire en parenthèse que j'ai même une lettre manuscrite de lui. J'adorais Miller, j'adore Rousseau, naturellement, et ça c'est en prose, n'est-ce pas? J'adore Voltaire, il y en a tellement, on ne peut pas tous les citer. Je dirais en poésie, parce que j'ai écrit beaucoup de poèmes aussi, en plus des romans, en poésie, peut-être celui qui m'a le plus frappé, ça serait Aragon. J'ai toujours une espèce de passion pour Aragon, que je considère, après Victor Hugo, comme le plus grand poète de langue française. Il y en a beaucoup que j'aime presque autant, Apollinaire, Saint-Jean de Perse, Césaire, enfin on peut en citer un tas, Éluard, bref, il y en a beaucoup. Mais j'ai une affection particulière pour Aragon. Cette maîtrise que je ne retrouve pas ailleurs, sauf chez Hugo. Et je dis Hugo, parce qu'Aragon lui-même aussi considérait Hugo comme le plus grand poète de langue française. Non pas qu'on ne puisse pas être plus sensible à un autre, à Rimbaud, à Baudelaire, à d'autres, être plus sensible à un autre. Mais cette maîtrise qu'on trouve chez Hugo et qu'on trouve chez Aragon. Je suis en train de relire Les yeux d'Elsa, pas Les yeux d'Elsa, Le fou d'Elsa, parce qu'il y a Elsa, Les yeux d'Elsa, Le fou d'Elsa. Le fou d'Elsa, mais c'est gigantesque. C'est absolument gigantesque.
Et un ami me raconte, un ami, un poète français me raconte qu'un jour, il était très lié à Aragon, il me raconte qu'il est allé voir Pablo Neruda avec Aragon à Paris, et chez Pablo, il voit deux photos de poètes, une photo de Pablo Neruda et en face de Pablo, Victor Hugo. Parce que pour Pablo aussi, Victor Hugo, c'était le sommet de la poésie. On ne peut pas faire mieux, si vous voulez. On peut aimer, préférer d'autres poètes, être plus touché par un vers d'Éluard, d'Apollinaire, de X, de Perse. Mais cette maîtrise que l'on trouve chez Hugo, alors, j'aime pas beaucoup le mot influence, je le disais au début, parce que d'ailleurs, toute ma thèse sur Proust, c'était sur l'influence de Ruskin sur Proust. C'est-à-dire, vous savez, Proust commence par écrire Jean Santeuil, et à un moment donné, tout d'un coup, il découvre son grand style et écrit La recherche du temps perdu. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, qui ouvre la recherche comme une immense symphonie de Beethoven ou des choses. Ces notes, si j'ose dire, ouvrent cette immense symphonie de la recherche. Qu'est-ce qui s'est passé entre la dernière ligne du Jean Santeuil, qui est un roman pas mal, mais qui n'est pas génial, et la recherche tout de suite après, où Proust trouve son style, mais d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est exactement ce passage que j'ai étudié. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas parler d'influence, parce que précisément, Marcel en devenant Proust, abandonne Ruskin, va contre Ruskin, qui l'influençait avant. Il va contre Ruskin. Il dit Ruskin, il admirait beaucoup, et puis tout d'un coup, il trouve sa voix, et puis bon, Ruskin ne l'intéresse plus. Après, parce qu'il a trouvé sa propre voix. Et c'est ça que j'ai étudié. Alors, petite anecdote, Roland Barthes allait utiliser ma thèse pour un de ses séminaires, et coup horrible du sort, Roland Barthes meurt bon, je ne voudrais pas lui rire, mais il meurt, et puis bon, ma thèse n'a jamais été utilisée par Barthes sur son séminaire, il allait parler dans son séminaire sur Proust, il allait l'utiliser. C'est dommage, il y a des coups comme ça. Alors voilà, c'est ce qu'on pouvait dire, mais en insistant sur l'idée, moi je voudrais qu'on cesse de diminuer les grands auteurs de romans policiers. Ça, c'est une idée qui m'est chère. Et je ne dis pas que tous les auteurs de romans policiers sont de grands écrivains, c'est pas vrai, mais certains sont de très grands écrivains. Très, très grands. Et je crois que c'est Borges qui dit dans un de ses livres, je ne me souviens plus lequel, Borges dit que le genre policier, c'est ce qui a remplacé la tragédie classique du XVIIe siècle à notre époque. Et effectivement, le roman policier, c'est quelque chose de très tragique, et c'est quelque chose qui traite des méchants, des malfrats, du crime, de ceci. C'est notre tragédie classique. Et si on regarde le roman policier avec cet œil-là, on se rend compte de l'importance tout d'un coup de ce genre, qu'on veut à tout prix. Je ne sais pas qui veut. Moi, je pense que ce sont des gens qui n'ont pas cette maîtrise de l'écriture, cette maîtrise du récit, cette maîtrise. C'est eux qui veulent rabaisser le roman policier parce que c'est un très, très, très grand genre littéraire. Le quartier où je vis à Montréal, je dois dire que depuis mon arrivée à Montréal en 1973, je venais de Paris, où j'avais terminé mes études de lettres et ma thèse sur Proust, j'ai vécu dans le même quartier, c'est-à-dire le quartier Côte-des-Neiges. Pas dans la même rue, mais toujours dans le même quartier. Pour qui connaît Montréal, quand je lui dis quartier Côte-des-Neiges, il sait de quoi je parle. Et pour l'instant, je vis maintenant, définitivement, sur la rue Quinte, parce que nous avons une maison là, donc on ne déménagera pas, surtout à mon âge. Et donc, je vis dans ce quartier que j'adore. J'adore ce quartier. Bon, c'est pas toujours très facile de dire pourquoi on aime ou qu'on n'aime pas, mais pourquoi j'aime, parce que j'ai tout dans ce quartier. J'ai des choses très concrètes, comme 2 stations de métro, parce que moi qui ne conduis pas,
je ne pourrais pas vivre dans un quartier où il n'y a pas de métro. Parce que je suis obligé, là, qu'est-ce que je fais? Je ne conduis pas, il faut... J'ai 2 stations de métro, j'ai les deux meilleures librairies de Montréal tout près de chez moi, c'est-à-dire, faut-il les citer, Renaud-Bré et Olivieri, l'une presque en face de l'autre. J'ai le fameux café de la Brûlerie, qui est devenu une espèce de mythe dans notre petite histoire littéraire, c'est-à-dire que nous nous réunissions là tous les vendredis soirs pour discuter de tout et de rien, et contrairement à ce que certains pensent, il ne s'agit pas de choses sérieuses, il s'agit simplement de passer un bon moment ensemble, il n'y a pas de cénacle, il n'y a pas de gens qui se prennent au sérieux, c'est pas du tout ça, c'est une façon de se rencontrer. C'est ainsi que notre regretté Émile Olivier y était tous les vendredis, moi aussi, et Dany Laferrière y est passé aussi, Rodney Saint-Éloi, enfin je parle d'écrivains, Roland Parette y est tous les vendredis, et tant d'autres, et tous les écrivains qui passent par Montréal, Josaphat Robert Large, chaque fois qu'il passe, il se fera un devoir et un plaisir de passer. Et je dirais même que mon ami Thomas Pire, quand il passe à Montréal, il passe souvent à la Brûlerie. Donc c'est un lieu, je dirais presque de pèlerinage pour le monde littéraire haïtien et autres, parce que n'importe qui peut venir, c'est un lieu ouvert, il n'y a pas de... Et c'est tout ça que j'aime dans mon quartier, tout ça que j'aime, et quand je prends par exemple Côte-des-Neiges, je vois des gens qui viennent de partout, et ça me plaît aussi, je n'aime pas être enfermé dans des bulles, j'aime être ouvert sur le vaste monde, et dans Côte-des-Neiges, c'est un microcosme, si vous voulez, du vaste monde, et je m'y sens très bien, j'entends toutes sortes de langues, je vois toutes sortes de gens, et moi ça me plaît. Et ces librairies, les gens qui sont des amis, je m'y sens totalement à l'aise, et puis c'est ça. Et j'ai toujours vécu dans ce quartier. Auparavant, j'habitais sur d'autres rues, j'habitais un peu plus loin, mais toujours dans le quartier. Et Anthony Phelps habite le quartier aussi. Et je peux même peut-être parler à son nom aussi, jamais on ne déménagerait. Déménagerait, on ne veut pas déménager. Parce qu'on est tellement bien dans ce quartier. On s'y sent tellement bien. Parce que vous savez que dans Montréal, il y a l'Est et l'Ouest. Il y a une espèce de coupure artificielle dans les esprits. Il y a l'Est, les gens de l'Est et les gens de l'Ouest. Alors, bizarrement, et de manière tout à fait cocasse, on peut passer à la grande coupure capitaliste-communiste, l'Est et l'Ouest. Bon, ce n'est pas le cas pour Montréal, mais c'est quand même étrange qu'il y ait une autre coupure Est-Ouest. Actuellement, il n'y a pas de mur de Berlin, il n'y a pas de mur, mais il y a cette espèce de coupure et les gens de l'Est ne veulent pas aller à l'Ouest, les gens de l'Ouest ne veulent pas aller à l'Est. Il est vrai qu'il y a un esprit de l'Ouest et un esprit de l'Est. Une façon peut-être, je ne sais pas, c'est difficile à définir, mais quand on traverse à l'Ouest, on sent, c'est vrai, qu'on n'est plus exactement dans le même monde, bien qu'on soit dans la même ville, ce qui est tout à fait étrange, parce que Montréal n'a jamais été divisé par un mur, quel qu'il soit. Mais il y a un esprit, on peut dire. Moi, j'ai toujours été habitué à l'esprit de l'Ouest, et c'est là, bon, je ne dis pas que je ne pourrais pas vivre dans l'Est, mais j'ai toujours été habitué à l'Ouest, et je m'y sens très très bien. En ce qui concerne ma petite enfance, je dois dire que j'ai eu une petite enfance, une adolescence très heureuse. Naturellement, c'était avant cette rupture que nous connaissons tous, l'arrivée de celui que j'appelle le médecin malgré lui, le médecin diabolique, qui a vraiment foutu ce pays en l'air et qui nous a mis dans cette que nous connaissons maintenant. Bon. La petite enfance a été très heureuse avec ma mère, mon père, la famille, puisqu'on vit dans ces pays-là en famille, on n'est jamais seul. Et comme je le dis souvent, le problème en Haïti, le problème
à Montréal ou à Paris, c'est de ne pas être seul, mais c'est la solitude. Mais le problème en Haïti, c'est d'être seul. Parce qu'on a toujours des gens qui passent, qui vous appellent à toute heure du jour et de la nuit. C'est absolument le problème inverse. Mais c'est très bien pour la santé mentale, pour les relations humaines et pour tout. Donc la petite enfance, ma mère, mon père, un jeune frère et moi. Mais le personnage principal, ça a été ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle, qui a été pour moi, je peux dire, le modèle humain, quelqu'un qui m'a appris mais des choses qui me serviront toute ma vie. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle me voyait me mettre en colère, ou faire quelque chose de négatif, ou comme tous les enfants, comme tout le monde le fait, elle me disait toujours, mais il faut chasser la haine, les sentiments négatifs du cœur, il faut vivre dans le positif. Et c'était tout le temps la leçon, ce n'était pas facile. On retourne toujours dans les mêmes travers, on déteste celui-ci, on ne veut pas sentir celui-là, mais elle me ramenait toujours, quelles que soient les circonstances, dans ce positif. Et m'a donné cette leçon qui me sert jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dans la vie, je ne dis pas que je ne peux pas chuter, rechuter, agir mal, tout le monde agit mal, mais dans mon esprit, il s'agit toujours de me situer dans le positif. Même lorsque les gens me calomnient, Dieu seul sait que ça m'est arrivé, ou me font du mal, ça m'est arrivé très, très souvent. J'essaie de digérer tout ça. Je ne vais pas chercher à me venger ou à rendre coup pour coup. Je trouve que ceci est négatif. Mais tout ça, ce sont les leçons de ma grand-mère, de ma petite enfance, qui a été le personnage. Bon, j'aimais toute ma famille, mais c'était elle, ma grand-mère maternelle alors. C'était elle le centre pour moi. Et je crois que personne ne pourra la remplacer. Parce que cette bonté que je sentais en elle, cette ouverture aux autres, cet amour qu'elle avait pour tout le monde, c'est quelque chose que je n'ai jamais retrouvé, sauf un jour à Paris, où j'étais avec mon ami d'Avertige, le poète, mon frère, et d'Avertige me dit, on va rendre visite à un sage hindou. Parce que d'Avertige, j'aimais beaucoup la mystique hindoue. Dave, comme je l'appelais, il me dit, tiens, on va rendre visite, avec plaisir. On est allé rendre visite à ce sage hindou qui prononçait une petite conférence. Et je puis vous dire que ce jour-là, et lui et moi, nous avons compris comment les disciples du Christ pouvaient tout abandonner pour le suivre, ou les disciples de Bouddha, tout abandonner pour le suivre. Abandonner femme, enfant, famille, richesse, tout. Je vous jure que si ce sage hindou avait dit à Davertige et à moi, suivez-moi, nous l'aurions suivi. C'est aussi bête que ça. Parce que cet homme dégageait quelque chose d'inexplicable, d'indéfinissable, quelque chose, un amour absolu pour l'autre, une bonté totale, rien de négatif, pas de zone d'ombre, quelque chose qui vous prenait comme sous sa protection et on se sentait tellement bien en présence de cet homme qu'on l'aurait suivi à l'autre bout du monde. Heureusement, il ne nous a pas demandé de le suivre, on est donc resté à Paris. Et c'est exactement ça que je ressentais avec ma grand-mère, c'est-à-dire cette espèce de bonheur absolu, protégé de tout, par la bonté, par l'ouverture, par cette façon de voir les choses, le monde, d'être ouvert aux autres. Et ceci est une leçon éternelle pour moi. Naturellement, je n'arriverai jamais à son niveau. J'ai trop de défauts, si vous voulez. Mais j'essaye d'aller le plus loin possible dans cette voie.
Et surtout, surtout, de ne jamais faire du mal à quelqu'un. Jamais. Ne jamais humilier quelqu'un, ne jamais lui faire du mal. Je crois que c'est la règle absolue dans la vie. Et avec ça, on peut quand même aller très loin. Même quand la personne vous fait du mal, vous ne rendez pas le mal. Et ça, c'est fondamental. Je l'ai appris avec elle et je l'ai appris dans la vie aussi. C'est-à-dire que la leçon qu'elle me donnait n'était pas quelque chose d'abstrait, mais quelque chose de tout à fait concret. Parce que ça aide beaucoup dans la vie. C'est une leçon qui vous aide, qui vous permet à traverser les moments difficiles, permet de traverser les moments difficiles, de ne pas ruminer le mal. Oui, je vais lui rendre ça, ceci. Non, non, non. Il m'a fait du mal. Très bien, on passe à autre chose. C'est pas facile, mais c'est la foi. Donc, cette image de ma grand-mère, et puis comme premier souvenir, donc l'école qui est une rupture. L'école, pour moi, jusqu'à présent, c'est resté comme un traumatisme. Le premier jour de l'école, jusqu'à maintenant, c'est pour moi un grand traumatisme. Et je suppose que traumatisme inconscient que tout le monde a, c'est le jour où il naît. Mais ça, on ne s'en souvient pas heureusement, parce que c'est dans des douleurs épouvantables. L'enfant étouffe, bon, coupe le cordon, c'est une tragédie épouvantable. Et puis tout d'un coup, l'enfant respire. C'est le premier traumatisme dans la vie, c'est de naître. Bon, après ça, il y aura d'autres, mais ça commence dès le départ. Et l'école, pour moi, c'est pour ça que j'ai toujours détesté l'école. Le premier jour, j'étais tellement bien chez moi, et tout d'un coup, on me dit non, il faut que tu quittes chez toi, maman, papa, grand-mère, et tout que tu as à l'école, des gens que tu ne connais pas, les frères de l'instruction chrétienne que je n'avais pas envie de voir, non pas que j'avais rien contre eux, mais c'était des étrangers, je ne les connaissais pas. Je voulais rester chez moi, dans mon cocon, avec mes jeunes amis, les petits amis qu'on avait, et ma petite routine d'enfant. Et donc voilà que l'enfant doit commencer à devenir adulte. Alors ça, c'est là qu'on commence à résoudre le complexe d'Oedipe, n'est-ce pas? Qui, pour chacun, doit être résolu dans la vie si on veut devenir adulte. Premier jour d'école, je me souviendrai toute ma vie. J'arrive, et il y avait le frère Claire, qui était un frère breton. Et j'arrive, on me présente ma mère, je ne me souviens plus, ma mère ou mon père me présente le frère Claire, en 12e. Première classe, on commençait par la 12e, il n'y avait pas de maternelle en Haïti. Et le frère Claire, figurez-vous, je me suis accroché à la soutane du frère Claire et je n'ai jamais lâché la soutane du frère Claire pendant toute la journée. J'étais accroché à lui comme une espèce de bouée de sauvetage dans cet océan de la vie qui sans doute m'effrayait, n'est-ce pas? Parce que c'était l'océan de la vie. J'arrive tout d'un coup, je suis seul. C'est la première fois que je suis seul. Il faut voir, l'enfant qui va à l'école, c'est la première fois qu'il est seul avec d'autres. Jamais été seul, à moins qu'il ait été à la maternelle. Nous n'avions pas de maternelle. Accroché à cette bouée de sauvetage, et le frère Claire s'en est souvenu, lui, toute sa vie. Il me racontait cette histoire. Je ne voulais pas lâcher la soutane du frère Claire. Bon, finalement, le temps passe, le lendemain ça allait mieux, et puis après, bon, on passe à autre chose. Sauf que, je dis que le traumatisme de l'école, je ne dois pas être le seul qui ait subi ce traumatisme. Je crois que pas mal, pour ne pas dire peut-être tous les enfants, doivent passer par ce traumatisme et résoudre le problème. C'est-à-dire ne pas rester traumatisé. Donc la naissance d'abord, l'école ensuite, mais heureusement qu'il y a eu toute cette petite enfance tellement heureuse, tellement insouciante. Et puis il n'y avait pas de dictature dans le pays à l'époque, on n'avait pas peur de tonton Macoute, de ces horribles personnages, comme je les appelle, avec des lunettes noires, dans le poème que j'ai publié dans une journée haïtienne, ces hommes en noir avec des lunettes noires, mais ils sont restés gravés dans mon esprit. Et ces hommes en noir avec les lunettes noires, justement, ce sont eux qui ont mis fin à l'enfance. Je crois, enfin, je dis enfance, j'englobe l'adolescence. Tout ça est mort, tout ça est mort, avec l'arrivée des hommes en noir, avec des lunettes noires. Donc mon œuvre est très variée. J'ai écrit dans tous les genres.
poèmes, romans, essais, nouvelles, et même dernièrement un conte. Donc absolument tous les genres. Même une pièce de théâtre aussi, j'allais l'oublier. J'ai commencé par, en arrivant à Montréal, j'ai toujours eu envie d'écrire, toujours. En arrivant à Montréal, mon premier texte a été une commande. L'éditeur m'a passé une commande. C'était sur la méditation transcendantale. Et j'ai écrit un livre là-dessus, qui a été un immense best-seller au Québec, qui a introduit la méditation ici, qui a introduit la méditation dans le monde francophone. Je peux dire sans me vanter que j'ai introduit la méditation transcendantale en Haïti, au Québec, en France, en Afrique. J'ai même reçu des lettres d'Algérie, c'était en 1976, d'un médecin algérien me demandant, qui me prenait pour le gourou, que je n'étais pas, me demandant comment faire pour méditer. Bref, ça a été mon premier livre et vraiment un succès absolu. Tout le monde fait. J'ai même prêché dans une église, les prêtres m'ont demandé de venir parler à la place du prêtre à l'église. Mais je ne parlais pas des psaumes ou de Jésus, ou ça, je parlais de méditation transcendantale. J'ai aussi été, pas engueulé, mais enfin, les évêques, certains évêques du Québec, qui ne savaient pas ce que c'était, qui ont même dit que je voulais m'en prendre à la religion catholique, mais pas du tout. La méditation transcendantale, j'en profite pour le dire, n'est pas une religion, c'est simplement une technique de bien-être, sans plus. J'avais envoyé le livre à Henri Miller, ce qui me ramène à mon ami Miller, et Miller m'a répondu, mais tout de suite, avec une lettre manuscrite. Et l'histoire qui s'est déroulée entre Miller et moi, Miller que je regretterai toute ma vie de n'avoir pas rencontré, il envoie mon livre à une maîtresse à lui qu'il trouvait un peu névrosée, qui habitait la Suisse. Il lui envoie le livre et il dit, cher ami, tel, tu dois pratiquer ça, ça te ferait du bien. La fille m'écrit, donc il y a une chaîne de contact entre Miller, sa maîtresse et moi. La maîtresse m'écrit pour me demander comment faire, parce qu'Henri Miller lui a dit qu'il fallait absolument qu'elle médite. Enfin, j'étais pris dans des histoires absolument extraordinaires, ainsi que ce psychiatre algérien qui m'écrit pour me dire comment faire pour introduire, pour devenir moi-même, pour pouvoir former des gens. Je lui ai répondu pour lui dire que, bon, il y avait des gens pour ça, que mon livre ne permettait pas de devenir un gourou. Mon livre expliquait simplement. Parce que dans le livre, j'expliquais la méditation, la psychanalyse, etc. Bon, ça a été un livre sur commande. Ensuite, j'ai écrit mon premier recueil de poèmes, Exil, Ex-il, qui a eu un grand succès, d'ailleurs en France, et qui a eu un prix sur plus de 400 concurrents. La poésie, j'ai écrit un roman. Le premier roman que j'ai écrit, c'était un jeu de thriller, Haïti avec Anthony Phelps, qui a été un grand succès. J'ai écrit ensuite trois autres romans. L'île aux deux visages, qui est un grand roman, un thriller qui raconte la libération de la République dominicaine, et qui parle aussi de la dictature en Haïti, parce que c'était ça le thème principal. Mais j'ai abordé la dictature dans un autre roman, mais sous l'angle satirique. L'adolescent qui regardait passer la vie, je prends la dictature du médecin malgré lui, le médecin diabolique, et je traite la dictature sous l'angle d'un jeune juif. Je dis, si je mets un jeune haïtien en Haïti, il n'y a rien de plus banal de mettre un personnage qui soit un jeune haïtien en Haïti. C'est tout à fait banal. Je dis non. Mon personnage va s'appeler Julien Freud. Alors, c'est des coups d'œil pour s'amuser un peu. Julien Freud, c'est un jeune juif qui vit à Port-au-Prince sous la dictature de Duvalier et qui se moque de cette absurdité absolue qu'est une dictature. Parce qu'il faut bien se dire que la dictature, c'est à la fois extrêmement féroce, extrêmement tragique, mais en même temps, quand on regarde bien, extrêmement cocasse. Parce qu'on voit des gens qui se prennent on ne peut plus au sérieux,
qui croient détenir une vérité absolue et qui veulent sérieusement et sans humour l'imposer à tout le monde sous peine de mort. Donc, c'est tragique, mais c'est aussi parfaitement ridicule. Parfaitement ridicule. Le personnage du dictateur est les deux à la fois. Personnage tragique et personnage absurde et ridicule. Dans l'adolescent, mon Julien Freud regarde ce personnage et se marre, rigole et se fout de lui. Alors c'est la même dictature, mais vue de point de vue ça. J'ai écrit aussi un autre roman, publié chez mon ami Rodney Saint-Éloi, Mémoire d'un crié, un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. Ça, c'est un roman où il n'y a pas d'haïtien, il n'y a pas de dictature, il n'y a pas de vaudou, il n'y a pas de cocotier. C'est des personnages français en France, à Paris, et j'ai voulu traiter le thème de la solitude dans une grande ville, parce que j'avais vu ce que c'était en arrivant à Paris. J'ai dit, tiens, il y a un sujet là en or, il faut traiter ce sujet-là, et c'était. J'ai aussi beaucoup de recueils de poèmes. On ne va pas les citer tous. Le dernier paru chez Rodney Saint-Éloi aussi, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Un autre qui va paraître très bientôt. J'ai aussi un recueil de nouvelles, Kafka m'a dit. Naturellement, vous comprendrez bien que Kafka ne m'a jamais rien dit, mais bon, j'aime bien les titres un peu farfelus, un peu... Donc, Kafka m'a dit, il y a 9 nouvelles. Il y a des nouvelles qui se passent en Haïti, d'autres pas, d'autres au Québec, d'autres en France, d'autres ailleurs. Bon. J'avais des choses à dire et c'était la nouvelle qui pouvait les dire le mieux. Ensuite, j'ai aussi quoi? J'ai une pièce de théâtre, ben bon, j'attache pas grande importance, c'était une commande de la télévision d'ici que j'ai faite en 79. J'ai écrite en 2 semaines. Ça a été tout en travaillant. Et c'était une pièce qu'ils ont montée. Et j'ai eu cette joie extrême de voir mon personnage sur scène. C'est-à-dire que le personnage qui était sur papier, donc en un sens inexistant, devient un homme réel sur une scène. Alors là, ce qu'il y a de cocasse, et je comprends des gens comme Graham Greene et autres, quand leur œuvre est portée à l'écran, qui font des colères épouvantables, parce qu'ils disent, mais c'est pas ça que j'ai voulu, c'est parfaitement compris, parce que tous les endroits où je voulais faire de l'humour, le metteur en scène était sérieux. Tous les endroits où j'étais sérieux, il faisait de l'humour. Je dis, mais monsieur, je regrette, mais ce n'est pas le sens de ma pièce. Vous l'interprétez, mais vraiment de façon totalement contradictoire. Il me dit, oui, vous savez, on a signé un contrat, ce qui était vrai, la pièce lui appartient, j'en fais ce que je veux. J'ai dit, c'est très bien, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais moi, comme vous m'invitez aux répétitions, je vous dis, ça, c'est pas comique, ça, c'est comique, vous le faites sérieux, donc on ne s'y comprend plus, et bon... Finalement, le résultat était bien, mais ce n'était pas exactement ce que j'avais voulu dire à certains passages. Donc ça a été une belle, belle aventure. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ben, il y a eu aussi, pour finir, un conte. Un monsieur en France qui m'a demandé un conte il y a quelques mois. Et je n'avais jamais écrit de conte. J'ai hésité longtemps avant de le faire, mais je lui ai envoyé un conte. Et il a été extrêmement enchanté. Il m'a même dit que c'était le meilleur conte qu'il avait reçu. Bref, mon petit conte est très bien passé. Pour revenir à l'œuvre poétique, ma grande problématique actuelle, pas seulement poétique, mais c'est une problématique qui touche, je crois, tous les écrivains originaires d'Haïti, ou peut-être même de la Caraïbe, c'est que je me rends compte tout d'un coup qu'on ne peut plus continuer à parler de nostalgie. Enfin, ça fait quelque temps que je m'en rends compte. Peut plus dans les poèmes faire, par exemple, je ne renie rien d'Exil, rien, il faut bien comprendre, je ne renie pas. Ça a fait son temps, il fallait le faire, il fallait faire renaître ce passé, le garder, si vous voulez, dans l'écriture. Cette nostalgie, tout ça on l'a fait. Puis il s'agissait, comme je l'ai dit déjà, de ne pas mourir. L'écriture, elle va survivre dans ces cas-là. Donc tout ceci a été fait. Mais je me rends compte maintenant que, pas maintenant seul, depuis quelque temps, qu'il faut aller au-delà de la nostalgie, de la couleur locale. Prenons des clichés, du vaudou, des cocotiers. Il faut que cette littérature, enfin, moi je parle d'abord pour moi, mais je pense que beaucoup pensent sans doute la même chose.
il faut renouveler la thématique, et si on n'arrive pas à renouveler les thèmes, renouveler la manière d'aborder les thèmes. Moi, je sens que je ne peux plus écrire de poèmes comme dans Exil. C'est fini. Je ne suis plus au temps de la nostalgie. La nostalgie, à un moment donné, devient une prison, devient un carcan qui vous empêche de vous ouvrir au monde. Or, moi, mon but, c'est quoi? C'est de m'ouvrir au vaste monde, c'est ce que j'aime. J'aime rencontrer les gens, aller dans les festivals littéraires. Je reviens au festival au Mexique il y a 2 semaines, où j'ai passé 2 semaines à la rencontre des poètes du monde latin. J'ai rencontré les plus grands poètes d'Amérique latine et d'ailleurs. J'ai passé 2 semaines magiques. J'étais, soit dit par parenthèse, l'unique représentant d'Haïti. J'étais très fier de représenter Haïti. Sur les affiches, il y avait Haïti et mon nom. Donc j'ai représenté Haïti à ce grand festival. Mais c'est extraordinaire de s'ouvrir à d'autres mondes, de s'ouvrir. On ne peut pas rester enfermé, pour schématiser, dans le vaudou, le cocotier, la plage et Port-au-Prince. Il faut trouver autre chose. Ou du moins, si je ne dis pas que je ne reparlerai jamais d'Haïti, c'est pas vrai, j'en reparlerai. Mais il faut trouver une autre manière de le faire. Casser une fois pour toutes le carcan de la nostalgie qui à un moment donné devient un carcan, se libérer et comme j'aime à le dire, résoudre le problème oedipien avec la terre-mère, le pays qui nous a vu naître. Saint John Perse, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la terre-mère, Césaire revient, chacun a sa façon de résoudre, nous faisons le va-et-vient, mais il faut sortir des clichés, des choses que tout le monde attend. On dit, ah, un tel, il vient d'Haïti, ah, il va nous parler de vaudou, de choses de ce genre. Pas forcément. Pas forcément. Je peux venir d'Haïti et parler de n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai fait un roman qui se passe à Paris, et il n'y a pas un personnage haïtien dans le roman. Et je ne l'ai pas fait de façon artificielle, me disant, ah oui, il faut sortir d'Haïti. Non, j'avais envie de faire un roman qui se déroulait à Paris, le drame d'une ville que je connais à fond. J'étais dans mon monde aussi, là. Et le jour, si l'envie me prend de faire un roman qui se déroule à Montréal, je le ferai. Je n'ai pas encore eu le besoin de le faire, parce que ça, c'est un besoin, il faut que le désir soit très très profond. Pas eu encore le besoin de le faire, mais si jamais j'ai besoin de le faire, que je sens ce besoin de le faire, ce désir absolu de le faire, je le ferai. Mais je ne vais pas non plus me forcer à le faire sous prétexte que je vis au Québec. Je crois qu'en littérature, il faut se libérer de ces choses. Il n'y a aucune contrainte. On fait ce que nous dicte notre boussole intérieure, comme disait Proust. On a une boussole intérieure, l'écrivain, qui nous guide à droite, à gauche. Il faut lui faire confiance. Il faut aller dans le sens où elle nous conduit. Et non pas dire, non, non, là, il faut que, comme je suis au Québec, il faut que j'écrive quelque chose qui se déroule au Québec. Non, il n'y a aucune obligation. Si j'habitais à New York, j'aurais placé un roman à New York si l'envie m'en prenait, mais j'aurais pas été obligé, je veux dire, par exemple, on peut prendre dans le sens inverse. Un type comme Hemingway, qui est américain, il place ses romans en Espagne, ailleurs, c'est son droit. Il n'est pas obligé d'écrire tous ses romans qui soient ancrés aux États-Unis. Un type comme Faulkner, qu'est-ce qu'il fait? Il invente un pays. Garcia Marquez invente aussi. On n'est pas lié à un pays. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut le faire, mais il n'y a aucune obligation à le faire. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est ça qui libérerait aussi, peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas parler pour les autres, mais qui libérerait en un sens notre littérature haïtienne aussi. Se libérer de l'Oedipe, enfin je résume ça comme ça, à la terre-mère, le complexe d'Oedipe qui relie à la mer, la terre-mère. Il faut, pour devenir adulte, il faut rompre le lien. Non pas qu'on rejette la mer, non, on ne la rejette pas, mais on rompt ce lien qui peut devenir
névrotique, qui peut devenir traumatisant, qui peut avoir toutes les conséquences que l'on sait pour peu qu'on ait lu Freud ou les grands textes sur la psychanalyse. Donc je crois que c'est cela, se libérer. Et moi actuellement je suis dans cette démarche en poésie maintenant, après dans le roman, parce que j'ai un roman pratiquement terminé aussi. Je veux sortir du carcan, de ce carcan. Toutes les idées ne sont pas claires chez moi. Je ne peux pas dire à quelqu'un, voilà la recette, voilà ce qu'il faut faire pour sortir de ce carcan, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut trouver du nouveau, ouvrir d'autres voies. Et comme je le disais précédemment, rompre le lien à la terre-mère sans toutefois la renier. Mais rompre le lien comme l'enfant pour devenir adulte doit rompre le lien avec sa mère qu'il ne reniera pas. Mais certains liens, c'est difficile à expliquer tout ça, mais pour ceux qui connaissent la psychanalyse, ils me comprendront. Il faut donc devenir totalement libre. L'insularité, bon, la première phrase, la première pensée qui vient à l'esprit, c'est la fameuse phrase « Nul n'est une île ». Nul n'est une île. Que dire d'une île? Moi, je suis né sur une île, et bizarrement, pour quelqu'un qui est né sur une île, on penserait que quelqu'un qui naît sur une île adore la mer, et puis je n'aime pas la mer. Voilà la première chose que je puis dire. Je ne sais pas si c'est parce que cette mer inconsciemment représentait un obstacle, je ne sais pas ce qui se passe dans mon inconscient, mais toujours est-il que je n'aime pas la mer, que je ne prends pas de plaisir à aller à la plage. En fait, je préfère l'eau douce. Bon, ça a l'air stupide tout ce que je dis là, mais disons comme les choses viennent, je préfère aller dans une piscine, à la rivière, mais la mer, peut-être parce que justement cette mer, peut-être, a représenté ce vaste obstacle entre le grand monde et moi, puisque dans mon île, je suis enfermé dans mon île, mais en même temps, bizarrement, tout en étant enfermé dans mon île, c'est là la contradiction, mais les contradictions, il faut les dire parce qu'elles existent. En même temps, je me sens totalement libre sur mon île, justement parce qu'il n'y a aucun obstacle devant moi. Donc, il y a cette dialectique de l'enfermement sur l'île et de la liberté, et tout ça, on le ressent en même temps. Maintenant, je suis passé de l'île d'Haïti à, j'allais dire, l'île Saint-Louis à Paris. Non, je n'habitais pas sur l'île Saint-Louis ni l'université, mais j'y allais souvent. Donc à Paris, je n'ai pas vécu sur de petites îles, j'ai vécu à Paris même. C'était une très belle expérience. Et bizarrement, ou pas bizarrement, je suis allé sur une autre île, l'île de Montréal. Donc je passe d'île en île, comme le célèbre site s'appelle, île en île. Donc je suis passé d'une île à une île. Bon, est-ce que ça me fait plus plaisir d'être sur une île que sur un continent, disons? À vrai dire, ça ne me fait ni chaud ni froid, je pense. Ça m'est égal d'être sur une île ou sur un continent ou sur une grande île ou une petite île. Je ne sais pas si ça fait une très grande différence, mais inconsciemment, je ne sais pas non plus. Mais pour moi, ce n'est pas très important. Et la notion d'insularité, bon, il est vrai que j'ai écrit Exil, mon premier recueil de poèmes, ex-île. Et avec exil, il y a tous les jeux de mots possibles. Ex en dehors de l'île, l'ancienne île, ex-île, la coupure. Je regrette de le dire, mais je suis vraiment très fier de ma trouvaille. Ex-île, je trouve que ça dit tout. On veut parler d'insularité, parlons d'ex-île aussi. Ex-la coupure. Tout est résumé dans ce mot que j'ai inventé.
n'existait pas. J'espère qu'un jour, un dictionnaire me fera l'honneur d'enregistrer mon terme, parce que je trouve qu'il dit parfaitement tout le drame haïtien, disons, ex-île. Nous sommes des ex-îlés et nous avons quitté l'île. Que dire d'autre? Mais sinon, je ne vois pas de particularité dans l'essence, si vous voulez, d'un être. Je ne sais pas, peut-être que je vais dire une sottise, mais d'être né sur une île ou pas. Je ne sais pas si c'est ça qui va déterminer une essence, une manière d'être. Je n'en suis pas certain. Mais là encore, les idées ne sont pas claires. Je ne pense pas que ce soit vraiment fondamental dans la constitution d'un être humain, d'être né ou non sur une île. C'est comme ça que je le ressens, si vous voulez. Maintenant, d'autres penseront le contraire, penseront que une île, être né sur une île ou pas, ça peut changer une mentalité, je ne sais pas. À vrai dire, je n'ai aucune idée de l'impact de la naissance sur une île ou sur un continent, l'impact sur un être humain. Mais je suis très attaché à mon petit coin d'île, très attaché, mais en même temps détaché, puisque, mais là, ça serait un autre débat qui n'est pas le lieu d'entrer, de voir qu'une si petite île, parce que nous parlons d'île, qu'un si petit bout de terre ne puisse pas résoudre ces problèmes politiques. C'est-à-dire qu'un si petit bout de terre ait tant de problèmes, alors que l'on voit des pays immenses, comme le Canada, les États-Unis, la Russie, l'Europe, qui maintenant devient presque un pays. Les choses essentielles sont quand même résolues. Je veux dire, la Chine qui émerge avec presque 2 milliards de gens, des richesses fabuleuses, l'Inde qui émerge, etc. Et je regarde mon petit bout d'île qui reste immobile, figé dans l'histoire. J'allais dire île figée dans son île, figée dans la mer des Caraïbes, ne pouvant pas se développer. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe sur ce bout d'île? Comment est-ce qu'on ne peut pas résoudre le problème de la faim sur un si petit bout de territoire? Enfin, ça me dépasse, moi, tous. Cette île ne bouge pas, elle fait du surplace, elle ne va nulle part. Elle ne donne aucun espoir aux gens qui y sont nés, ou à ceux qui y vivent ou qui n'y vivent plus. Il n'y a plus d'espoir, et ça il faut le dire. Quand est-ce que ce bout d'île, je ne sais pas, peut-être établira le contact avec le reste du monde. Peut-être que ce bout d'île, au fond, est resté enfermé dans ce coin, séparé par la mer, et puis impossible de s'ouvrir. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais toujours est-il que c'est pour moi un très grand mystère de regarder mon pays natal et de le voir réduit à une telle misère, si vous voulez. C'est-à-dire que misère telle que maintenant, j'ai l'impression que même l'espoir n'existe plus. Et c'est ça qui est terrible. Parce que nous ne sentons, moi, je ne regardais les hommes politiques du pays, je me rends compte, je sens que ces gens n'ont aucune volonté politique. Je ne dis pas à quelqu'un d'accomplir un miracle, mais je demande simplement d'avoir une volonté, forte volonté politique. Et on le sent tout de suite, si quelqu'un a de la volonté, n'a pas de volonté, chez les hommes politiques encore plus. D'avoir la volonté de Mandela. Je ne sais pas, Mandela, c'était bien plus compliqué pour lui. L'homme n'a jamais cédé, et finalement il a gagné. En Haïti, on sent que les choses continuent leur cours, que personne n'a vraiment envie de voir les choses changer, parce que, mon Dieu, si quelqu'un avait envie de voir les choses changer,
je ne dis pas qu'on accomplirait des miracles, mais au moins, il y aurait quelque chose qui bougerait. Plus rien ne bouge. Nous sommes dans l'immobilité. Je ne sais pas ce qu'on attend. J'allais dire en attendant Godot, mais bon, je ne sais pas Godot ce que ça pourrait être pour Haïti, en attendant un Messie, je ne sais pas quoi. En attendant Godot, c'est tout à fait Haïti. C'est-à-dire Haïti attend Godot ou n'attend plus rien. Même c'est pire. Haïti n'attend même plus Godot, si on peut dire. C'est-à-dire on va plus loin de l'absurde. Non seulement n'attend pas Godot, n'attend plus rien. Et à côté de ça, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des tragédies épouvantables, et qu'est-ce qui se passe? Donc, le fait de naître sur une île m'apporte donc m'amène à penser à toutes ces choses, ces tragédies, ces mystères. Comment est-ce que Haïti ne peut pas se développer comme tous les autres pays? Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait non seulement se poser la question, mais demander aux hommes politiques d'avoir un peu plus de volonté, quand même d'essayer de faire bouger les choses. Il faut faire bouger les choses. On ne peut plus rester dans un immobilisme qui d'ailleurs, plus ça va et moins les écrivains haïtiens auront envie de parler d'Haïti aussi. On peut aller jusque-là.